Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que le ministre Pap Ndiaye a annoncé 2 fois plus de cours d'éducation morale et civique à la rentrée 2024, on se questionnera sur le principe même de citoyenneté. Comment l'inculquer aux élèves? Quel est le rôle de l'école? On en parle dès le début de cette émission avec nos invités. Deuxième partie d'émission, on parlera de Outop, une application pour des révisions numériques, les révisions pendant l'été, pendant les grandes vacances. Son directeur sera avec nous. Enfin, dans sa chronique Et avant, Loïc Landreau reviendra sur l'histoire de la cigarette, notamment à l'école. Oui, il fut un temps où les professeurs et même les élèves avaient le droit de fumer en cours. Vous saurez tout. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Cette annonce, la généralisation de l'accueil garanti pour tous les collèges REP+ de France. C'est une information de nos confrères de France Inter. Le président de la République devrait confirmer demain la mise en place d'un accueil obligatoire de 8h à 18h dans tous les collèges REP+. C'était une expérimentation qui a été menée ces derniers mois dans plusieurs établissements, dont à Marseille. Et les résultats sont en fait très encourageant. Il s'agit en fait d'un dispositif qui va permettre à davantage de collégiens de participer au programme Devoirs faits, mais aussi de prendre part à des activités ludiques, éducatives, créatives, comme la création de jardins partagés, par exemple, le sport, l'art ou la musique. Et Emmanuel Macron a également prévu de faire un bilan du plan Marseille en grand, qui prévoit la rénovation de 470 écoles de la cité phocéenne. Aujourd'hui, 28 chantiers ont commencé, 6 ont été livrés et 22 sont toujours en cours. Au cœur de l'actualité également, un rapport de l'ADEPE sur les heures supplémentaires des enseignants. Et les résultats sont édifiants. Dans le second degré, 73,5% d'entre eux ont fait au moins 1 heure supplémentaire depuis la rentrée 2022, soit une hausse de 2,6%. La part d'enseignants qui effectuent 3 heures supplémentaires est à son plus haut niveau, à 23,3%. L'étude précise que les hommes sont davantage concernés et que la physique-chimie, l'économie-gestion, les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques sont les matières les plus exigeantes sur le sujet. Au contraire, les enseignants d'art plastique et de musique sont ceux qui font le moins d'heures supplémentaires. Et côté rémunération, l'étude précise que les hommes gagnent 3 780 € en moyenne sur l'année et les femmes 3 050 € en plus. Sur un tout autre sujet, le ministre des Transports, Clément Beaune, est revenu sur le permis de conduire à 17 ans. Il était l'invité du grand jury RTL LCI Le Figaro ce week-end et il a confirmé effectivement cette série de mesures pour garantir la formation et la sécurité des jeunes dont beaucoup pensent qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour prendre le volant. Écoutez. On renforce la formation. Ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, c'est que notamment sur le code, ou le pré-code comme on l'appelle, il y aura plus de formation dès le niveau du collège avec les attestations de sécurité routière. C'est d'ailleurs utile pour des usages comme le vélo et la trottinette aussi, important chez les jeunes. Donc on sera intraitable sur les comportements dangereux, on renforce la formation. Et si je suis là aussi très précis, quand on regarde les pays européens, certains ont un âge déjà à 17 ans, qui ont fait cette mesure ou cette réforme, eh bien il n'y a pas plus d'accidentologie que dans notre pays où c'est aujourd'hui 18 ans. Mais c'est une question vraiment d'équilibre, formation, accompagnement financier et puis sanctions quand il y a des comportements dangereux sur la route. Et au cours de cette même interview, Clément Beaune est revenu sur l'obligation prochaine du contrôle technique pour les 2 roues. C'est évidemment une mesure qui concerne des milliers de lycéens et leurs parents, bien évidemment, qui craignent une flambée des prix. On le surveillera. On n'est pas dans un pays où nous administrons les prix. C'est pas ce qu'on fait sur le contrôle automobile non plus. Mais il faut de la concurrence. Et donc, les fédérations de motards m'ont par exemple plusieurs fois demandé qu'il y ait le plus d'acteurs possible sur le maximum d'endroits du territoire qui puissent effectuer ce contrôle technique, qui n'est pas une forme de monopole pour telle ou telle marque. Et évidemment, la concurrence va tirer les prix vers le bas. Et puis, je dis aussi très solennellement au centre technique, c'est une nouveauté pour eux-mêmes, mais ça ne doit pas être l'occasion, en quelque sorte, de profiter d'une situation. Et donc, il faut prendre en compte les préoccupations des motards aussi. J'y serai très vigilant. Et on termine avec cette bonne nouvelle de l'enseignante dont on vous avait parlé, qui a bientôt 67 ans et qui ne voulait pas partir à la retraite. Effectivement, on vous en avait parlé ici même en mai dernier. Florence enseigne depuis 42 ans dans la même école de Dourdan, c'est dans l'Essonne, et en grande passionnée par son métier, elle ne voulait pas prendre sa retraite. Elle avait d'ailleurs lancé un appel sur RMC pour poursuivre après les 67 ans, qui sont normalement la limite d'âge dans la fonction publique, et elle attendait de savoir si la nouvelle réforme des retraites pouvait lui être favorable. Eh bien oui, la bonne nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Florence va pouvoir continuer. Elle a partagé sa joie au micro de RMC.
Je suis soulagée, puis surtout que là maintenant je peux me projeter. Parce qu'on arrivait en fin d'année et je me disais mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Bon, je serais allée enseigner ailleurs parce que c'est ma passion, mais pas finir là où j'ai commencé, c'était dommage. Maintenant je suis soulagée et du coup je suis repartie pour plein de projets. Florence qui va pouvoir continuer d'enseigner jusqu'à 70 ans, si toutefois sa santé le lui permet bien évidemment. L'occasion pour elle d'accueillir dans sa classe sa 3e génération d'élèves, c'est-à-dire les petits-enfants des tout premiers enfants qu'elle a eus dans sa classe. C'est incroyable. On espère surtout qu'elle viendra sur ce plateau nous parler. Ah oui. Voilà, on l'invite Florence, vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup cher Loïc, merci. Aujourd'hui on parle citoyenneté sur le Grand JT. Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a annoncé 2 fois plus de cours d'éducation morale et civique, le fameux EMC à l'école dès la rentrée. On en parle avec nos invités. Pour parler citoyenneté, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Hélène Milsan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes intervenante pour l'association Éveil, notamment en Ile-de-France, mais partout dans la France entière. Et Freddy Clérimbault aussi, délégué général de l'association Éveil. Merci d'être là. Merci à vous. On accueille aussi par Skype Paul Devin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut de recherche de la FSU. Est-ce que vous nous entendez bien ? Paul. Formidable. Alors, le ministre Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation, donc, ça ne nous a pas échappé, a annoncé 2 fois plus de cours d'éducation, enfin d'enseignement moral et civique. On appelait ça l'éducation civique à mon époque. Maintenant, c'est l'EMC, donc, à la rentrée. Est-ce que c'était une urgence, selon vous, Freddy Clérimbault ? Alors, je suis mal placé pour dire si c'était une urgence ou pas, mais en tout cas, dans les établissements où nous allons avec l'association Éveil, on voit qu'il y a un réel besoin d'éducation à la citoyenneté. Et c'est d'ailleurs l'une des thématiques sur lesquelles nous travaillons depuis cette année avec Éveil à l'occasion des 30 ans, où on remarque le besoin des enfants et le besoin des enseignants d'avoir des outils pour l'éducation à la citoyenneté. Paul Devin, votre avis sur la question ? Alors oui, ce besoin, je crois qu'il est évident. La question après, c'est de savoir si on règle, si la réponse à un tel besoin, elle se résout par le fait un coup d'augmenter, un coup de diminuer, ce qui est le cas des politiques successives. Non, je pense que la question de fond, elle n'est pas tellement dans l'organisation horaire, mais plutôt dans une véritable réflexion du fond sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'éducation des citoyens à l'école. Qu'est-ce que c'est dans ces enjeux, qu'est-ce que c'est dans ces pratiques, et je crois que c'est là-dessus que se joue l'essentiel du débat aujourd'hui. Alors justement, c'est ma question aussi, et on va commencer par cela. Peut-être que c'est un peu large, mais pour bien comprendre et pour bien situer. Est-ce que c'est déjà à l'école aussi d'enseigner justement ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est l'engagement, ce qu'est l'enseignement donc moral et civique ? Ben, vous savez, c'est le fondement même de l'école de la République, que d'avoir voulu, dès les débuts de la Troisième République, qu'au moment où on donnait aux citoyens la possibilité de choisir, la possibilité de voter par le suffrage universel, en même temps, on s'engageait à lui donner les moyens intellectuels, les connaissances, les savoirs, les dimensions de réflexion, de jugement critique, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir exercer son pouvoir de citoyen. C'est donc évidemment une mission fondamentale de l'école que de permettre à ce que toutes et tous soient capables d'exercer des choix qui doivent être des choix raisonnés, qui doivent être des choix pensés à la fois dans les perspectives des valeurs communes, grâce au savoir de la culture commune, et dans des perspectives qui ne sont pas seulement, évidemment, ceux des intérêts particuliers des uns et des autres, mais où l'école a réussi à faire que ces choix se font dans des perspectives d'intérêt collectif, dans des perspectives d'intérêt général. Connaître les institutions, savoir à quoi sert le Sénat, l'Assemblée nationale, quels sont les droits effectivement d'un citoyen. Est-ce que vous avez l'impression, Hélène Milsan, que les élèves effectivement ne sont pas forcément au rendez-vous, ou en tout cas n'ont pas forcément les notions utiles, et notamment au lycée, sachant qu'on devrait les apprendre déjà dès la primaire? Ils n'ont pas les notions, mais ils ont surtout vraiment besoin qu'on les accompagne pour apprendre à penser, réfléchir et débattre ensemble. En fait, l'EMC, c'est bien sûr des connaissances, un enseignement, mais c'est aussi la forme dont on va le mettre en place. C'est-à-dire que nous, quand on vient dans les écoles, dans les établissements, en fait, on ne va pas juste faire un cours.
On va leur poser la question. Et souvent, ils nous disent « Ah ben en fait, vous nous posez la question, vous nous demandez notre avis. » Et c'est ça qui est intéressant plutôt, c'est de les faire échanger ensemble, argumenter, apprendre un petit peu à débattre. Et finalement, on en a besoin tous les jours de ça. Et oui, c'est ça, parce que Paul Devin, finalement, être citoyen, c'est aussi ça. Quand vous parlez de l'école de la Troisième République, effectivement, de la République, c'est vrai que c'est les citoyens qui font la politique et qui sont évidemment les moteurs même d'une société. Donc ça, est-ce que c'est suffisamment enseigné à l'école, et est-ce que les élèves, autant que les parents d'ailleurs et les enseignants, cette fameuse triangulaire, fonctionnent ainsi, dans une logique de citoyenneté? Et vous savez, c'est le pari fondamental de la démocratie. Accepter que chaque citoyen puisse participer à part égale aux décisions qui sont les décisions politiques du pays, c'est en même temps s'engager à leur donner les capacités de le faire. Je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit, c'est pas seulement une question d'information. Bien sûr qu'il faut connaître ses droits, bien sûr qu'il faut savoir comment les institutions fonctionnent dans notre pays, c'est très important, mais ça ne peut pas suffire, ça ne peut pas se résumer à ça. De la même manière que bien sûr qu'il faut connaître ce que sont les valeurs de la République, comment elles se sont construites historiquement, mais quel sens ça pourrait avoir pour un jeune si ce n'était pas associé à une réflexion critique sur tout cela? Parce qu'en fait, pour beaucoup de jeunes, la question, elle n'est pas tellement de savoir qu'est-ce que c'est théoriquement que la liberté, qu'est-ce que c'est que théoriquement que l'égalité. Elle est de pouvoir réfléchir à la manière avec laquelle il va pouvoir agir dans sa vie citoyenne pour que ces valeurs soient garanties. Et il faut reconnaître que pour un certain nombre de jeunes qui sont accueillis aujourd'hui à l'école, l'affirmation de l'égalité n'est pas quelque chose qui se traduit toujours par une évidence absolue dans sa vie quotidienne. Éduquer le citoyen, c'est aussi l'aider à réfléchir sur la manière avec laquelle il va pouvoir revendiquer, défendre ses droits, et notamment le fait que cette égalité qui lui est promise par la République, cette égalité soit effective, soit réelle dans sa vie quotidienne. Ce qui est fou, en fait, c'est de revenir finalement à ces valeurs-là, à ces fondamentaux qui sont pour nous, en fait, une évidence de départ. Et pour autant, on a besoin, et même le ministre de l'Éducation le rappelle, on a besoin aujourd'hui de réexpliquer, de redire et de dire à quel point c'est important, puisqu'on double le nombre d'heures de oui, MC. On a besoin de le redire et on a aussi besoin de le faire vivre aux enfants. Parce qu'on a remarqué dans toutes les actions qu'on a menées avec l'association Éveil que les jeunes avaient une envie de s'engager pour des causes qui les concernent, qui concernent le monde, et ils n'ont pas toujours les moyens ou le temps ou les opportunités pour s'engager. Et ça, c'est une vraie demande de la jeunesse de s'engager concrètement dans une démarche citoyenne. Alors, s'engager, c'est souvent effectivement fin de collège et surtout le lycée. On va revenir déjà au début, à la primaire. Les cours de MC démarrent en quelle classe ? Vous intervenez en quelle classe, vous, avec l'association Éveil ? Alors, nous, on intervient surtout en collège pour les aspects citoyenneté, mais dès le primaire, on a quand même des notions sur le sujet. Moi, j'interviens aussi dans les écoles en maternelle sur le MC. Et en fait, c'est incroyable tout ce qu'on peut déjà faire, dire, échanger sur des thématiques comme les lois, la justice. Avec des tout-petits, en fait, il va s'agir d'écouter, prendre la parole, ne pas forcément répéter. En fait, c'est tout un apprentissage de vivre ensemble. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comment on arrive à échanger sur des thématiques qui nous concernent tous. Parce que parler de droit, quand on parle justement des enfants qui sont en primaire, c'est aussi parler effectivement, par exemple, du consentement. C'est à une époque où on a vraiment besoin de rappeler que le harcèlement est un véritable fléau. Le harcèlement peut tuer d'une manière ou d'une autre. Parler justement de citoyenneté, c'est aussi parler de la place que l'on a d'égalité à l'école. Les enfants le comprennent, par exemple, lorsqu'ils sont en CP, CE1 ? Ils le comprennent. Après, on ne va pas forcément mettre des mots comme harcèlement, mais on va travailler sur la violence et on va leur faire comprendre qu'on a une idée de la violence qui est des coups qu'on va recevoir. Et en fait, on se rend compte que la violence verbale, elle est plus compliquée à faire prendre en compte parce qu'elle est banalisée. Et donc, il s'agit de faire des petites choses, mais en fait, c'est ces graines qu'on sème qui vont faire après réfléchir les enfants quand ils seront plus grands et quand ça devient complètement un peu la jungle dans les collèges-lycées. Être citoyen, c'est aussi donc apprendre l'égalité entre filles et garçons. Pour parler de ça, Paul Devin, c'est vrai qu'on le voit beaucoup à l'école. Là, je parlais de l'enseignement dans l'école primaire pour les plus petits. Donc, ça va à peu près jusqu'à 10-11 ans, l'école primaire. Est-ce que c'est un endroit où vraiment parler de citoyenneté, c'est aussi répéter encore et encore combien l'égalité, la fraternité et évidemment la liberté sont des éléments essentiels d'une citoyenneté pour qu'elle fonctionne ?
Oui, mais je crois qu'il ne s'agit pas tellement de le répéter comme une phrase de morale à apprendre. Prenons un exemple simple, celui qui concerne la question de l'égalité entre les garçons et les filles. Vous savez, faire travailler des élèves sur la manière avec laquelle, dans les cours de récréation, on observe, on constate que très souvent, les jeux des garçons ont tendance à s'imposer dans la quasi-totalité de l'espace et relèguent les filles dans des périphéries aux surfaces plutôt restreintes. Voilà, par exemple, un objet de réflexion, de discussion avec les enfants. Et puis, on peut, comme ça, réfléchir sur tout un tas de pratiques, sur comment on prend la parole en classe. Est-ce qu'on a le droit de prendre la parole comme on veut ? Est-ce qu'il s'agit seulement de régler ça en demandant à l'élève de lever la main ? Ou est-ce qu'il faut petit à petit qu'on arrive à construire collectivement des règles qui sont des règles sur lesquelles l'ensemble des élèves finissent par se mettre d'accord et qui leur permettent de fonctionner collectivement. Je crois que vraiment l'éducation à la citoyenneté, donc ce qu'on appelle maintenant l'éducation morale et civique, c'est quelque chose qui se construit à la fois par l'expérience de la vie collective, par l'expérience de la vie sociale, et en même temps par une culture commune qu'on partage, qui est à la fois la connaissance des institutions, la connaissance de la manière avec laquelle, historiquement, comment ça s'est fabriqué la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est les endroits où il n'y a pas de démocratie, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas tellement de se battre pour savoir est-ce qu'on doit être plutôt du côté de la connaissance ou plutôt du côté de l'expérience. Je crois que ce sont les deux qui doivent agir de manière conjointe en permanence, aider l'élève à penser ses valeurs, pas y adhérer comme on y adhère parce qu'on répète il faut que tu fasses ça, il faut que tu adhères à ça. Non, à construire les savoirs, la connaissance, le jugement qui est nécessaire pour que ces valeurs deviennent des valeurs réelles et évidemment dans tout ce qu'elles comportent, c'est-à-dire effectivement dans la part d'obligation qu'elles comportent, mais aussi dans la part de droit. Et défendre les droits, c'est défendre l'exigence de pouvoir bénéficier des droits qui sont les siens. C'est tout ça qu'il faut travailler avec les élèves. Ça demande évidemment de développer le jugement critique, ça demande de développer la capacité à raisonner ces questions de citoyenneté. C'est un travail de longue haleine. On ne fait pas des citoyens en quelques heures ici ou là, on fait des citoyens tout au long de leur vie et le long cheminement que l'école leur propose est un cheminement indispensable pour que petit à petit, ils puissent devenir des citoyens conscients des exigences que représente leur liberté. Bien sûr, et je pense qu'ici, forcément, et même ceux qui nous regardent, on partage tous votre avis, évidemment, Paul Devin. C'est une vraie question, effectivement, d'organisation entre ce qui pourrait s'appeler un cours magistral, si je puis dire, en tout cas les connaissances dont vous parlez, et l'expérience. Ça veut aussi dire, Paul Devin, qu'il faut que, par exemple, un professeur de mathématiques, d'histoire-géographie, de physique, de sciences naturelles, se mette aussi à ce diapason-là qui est d'insuffler, en quelque sorte, à chaque fois une dose d'engagement citoyen dans le cours proposé? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Avec des manières différentes de le faire. C'est-à-dire que le prof de maths, ça le concerne parce qu'à un moment ou à un autre, la vie collective de sa classe est un moment d'apprentissage citoyen forcément. Mais par contre, le prof de SVT, par exemple, lui, ça va l'intéresser parce que, notamment dans une perspective où aujourd'hui l'éducation citoyenne s'intéresse forcément aux questions environnementales, ben lui, il va avoir un certain nombre de résonances particulières dans cette discipline. Et puis le prof d'histoire géo, évidemment, en fait, ça. C'est-à-dire que, là encore, il ne s'agit pas de définir a priori des rôles spécifiques des uns et des autres, mais de réussir à construire collectivement quelque chose où, tant sur la question de la réflexion sur ce que c'est que vivre ensemble dans une classe, ce que c'est que vivre ensemble à l'école, que sur le plan des connaissances qui sont nécessaires pour penser tout ça, eh bien c'est effectivement une œuvre collective à l'école, au collège et au lycée. C'est une œuvre collective qui ne se résume absolument pas dans un temps spécifique d'enseignement. Je ne dis pas que ce temps n'est pas nécessaire, il est évidemment indispensable. Mais l'éducation du citoyen, ça ne se résume pas à un horaire d'éducation morale et civique. Frédéric Larambeau, est-ce que vous partagez l'avis de Paul Devin? Oui, tout à fait. L'éducation morale et citoyenne, c'est l'affaire de tous, des professeurs, des parents, de la société, des encadrants dans les associations. C'est vraiment important que tout le monde puisse s'y mettre, puisque nous sommes tous des citoyens et nous avons tous
pour devoir émission de transmettre aussi cette notion de citoyenneté à nos enfants. Et aux bien qu'on le soit tous, bien qu'on soit tous d'accord sur le principe, il y a quand même un doublement des heures d'éducation morale et civique à l'école dès la rentrée 2023, demandé, enfin en tout cas imposé et demandé par le ministre de l'Éducation. Donc est-ce que c'est bien de doubler ces fameux cours de MC? Et pourquoi? Oui, c'est une bonne chose. Plus on fera de l'EMC, plus on parlera d'éducation morale et civique et citoyenne, plus ça sera intéressant pour mener des projets, pour permettre aux jeunes de débattre, de peut-être avoir des plages pour s'engager sur des projets communs. Donc c'est toujours favorable à prendre. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi imaginer peut-être davantage de cours de philosophie et peut-être plus tôt aussi? Parce que c'est une façon aussi, l'engagement citoyen, on peut en parler en philo. Tout à fait. La philosophie, elle est de toute façon dans les cours de MC, on l'approche. La question, moi, qui me vient, c'est est-ce qu'on fait avec? C'est-à-dire, est-ce que les profs vont être formés, amenés à l'aise? Parfois, c'est un retour qu'on a. On est content que des intervenants viennent parce que nous, on ne se sentirait pas forcément. Donc, comment on fait pour... Est-ce que c'est des associations qui viennent? Et est-ce qu'on fait classe ou est-ce qu'on fait des débats? Il va y avoir quand même une question. C'est bien de dédoubler, c'est bien d'en rajouter, mais le comment? Et je pense que c'est une question que beaucoup... C'est ma question. C'est quelle va être la formation, justement, des enseignants à ce sujet? Qui va dispenser ces cours de MC? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que l'Éducation nationale saura trouver les moyens et les ressources pour... Ah bon? je le souhaite et je l'espère et j'en doute pas. Mais en tout cas, nous, en tant qu'association agréée par l'Éducation nationale, on répond toujours à l'appel des établissements pour les aider dans cette... Paul Devin, un mot sur cette formation des enseignants et qui va dispenser ces cours? Doublés, donc? Oui, bon, tout d'abord, moi je le redis, c'est très bien de multiplier par 2 les heures. Et évidemment, je ne vais pas critiquer ce fait-là en soi, mais sérieusement, c'est pas là que sont les enjeux essentiels. Là, on est dans un effet d'annonce. D'ailleurs, au passage, je crois avoir compris que c'était pas pour 2023, mais pour 2024. Mais enfin, bon, peu importe. Mais ensuite, regardez quand même là comment ces jeux d'annonce sont absolument assez difficiles quand même à comprendre dans leur logique de fond. Le ministre précédent avait réduit les horaires. Le ministre précédent avait supprimé des dédoublements de groupes qui aidaient à l'enseignement moral et civique. Voilà, là on va revenir jusqu'à un moment où on décidera pour une raison ou pour une autre de réduire à nouveau. Tout ça n'est pas l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel, vous avez raison de le dire, il va être dans la manière avec laquelle on va accompagner les enseignants dans le fait de pouvoir mener ce travail le mieux possible, y compris dans des domaines où il est plus complexe que dans d'autres. Par exemple, je redis, lorsqu'un jeune avec qui on parle d'égalité témoigne d'une vie quotidienne dans laquelle lui, il est l'objet d'inégalités permanentes, d'inégalités sociales, économiques permanentes, c'est pas forcément extrêmement facile de pouvoir travailler ça comme ça. Tout ça a besoin d'une réflexion, d'une formation, et malheureusement, ce que je constate depuis déjà trop d'années, c'est que tous ces engagements à augmenter les choses, à mieux faire les choses, procèdent davantage de discours d'annonce que de réalité ensuite concrète, parce que là, pour l'instant, je ne vois pas comment les enseignants seront mieux formés sur le sujet, et d'ailleurs, au passage, je ne vois pas comment cette demi-heure va être ajoutée, aux dépens de quoi, enfin, etc. Donc, encore une fois, on est dans des jeux d'annonces dont on voit bien évidemment les enjeux politiques qu'ils ont, alors qu'il s'agirait de faire un travail de longue haleine, qui est de développer la compétence des enseignants sur ce sujet, de leur permettre de faire au quotidien le travail qui est le leur, et de le faire de la meilleure manière possible. L'amélioration des compétences des enseignants est une des nécessités absolues de l'école de demain. Alors, pendant que vous discutiez, effectivement, que nous parliez, Paul Devin, on a vérifié, vous avez raison, c'est bien la rentrée 2024, effectivement, les doublements des cours de MC. Juste, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, qui est très important, effectivement, parce que les cours de MC, on a reçu beaucoup de professeurs qui, effectivement, donnaient ces cours-là, ou qui avaient reçu une formation, ou en parlaient tout simplement sur ce plateau. Et effectivement, à chaque fois, la désolation, c'est de se dire que le cours de MC est écarté, et qu'il est remplacé par un fameux cours d'histoire, de géo ou de maths, parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer le programme et que finalement c'est passé à la trappe. Donc à la fois on se dit ok, il y a effet d'annonce avec doublement des cours, donc pour la rentrée dans un an et quelques, mais en même temps, si déjà ceux présents ne sont pas faits, comment on pourra imaginer que ceux ajoutés le seront? Et c'est ma question à vous deux.
Frédéric Lorimbaud. Moi, je pense que les enseignants sont imaginatifs et ingénieux. Ils arrivent à trouver des solutions pour, malgré tout, faire vivre la question de la citoyenneté. Et nous, on le voit dans notre action avec l'association Éveil, justement, où on nous fait venir sur les questions de discrimination, d'éco-citoyenneté, sur l'orientation professionnelle, entre autres, sur toute la France. Et on a une vraie demande, puisque on arrive en complément des cours, à faire profiter donc les élèves de ces notions. Effectivement, vous représentez l'association Éveil, donc vous intervenez en plus des professeurs. On parle des professeurs en question. Ils sont merveilleux, ils ont une vocation telle qu'il ne faille jamais à la règle qui est de proposer un enseignement de qualité à leurs élèves. Cependant, ils vivent quand même depuis quelques années, et on le sait et on le dit, une situation extrêmement difficile, que ce soit en rémunération, en conditions de travail, et puis on manque cruellement de profs. Et donc je vous pose la question, Paul Devin, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que oui, certes, ils ont la motivation, certes, ils se disent ok, il faut le faire, mais comment ça va se passer concrètement, puisqu'au manque de profs, ils sont tués à la tâche, ils ont un boulot fou. Dans la réalité, est-ce que ça va se faire? Vous savez, moi, je crois que ce qui serait absolument indispensable pour l'avenir de l'école, c'est de changer radicalement la manière avec laquelle on pilote cette école. C'est-à-dire d'arrêter de la piloter avec des annonces qui un jour vont rajouter des heures, un jour vont proposer ceci, etc. Donc, où se succèdent des changements. Non, je crois qu'il faudrait véritablement que nous réussissions à engager quelque chose qui soit de l'ordre d'une transformation beaucoup plus profonde. Et cela, ça nécessite bien sûr des moyens, pas seulement des moyens en termes d'encadrement, des moyens en termes de formation, des moyens qui aident les enseignants, dont je suis d'accord avec ce qui a été dit, qui sont déjà parfaitement capables de mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre dans les programmes de MC, mais qui ont besoin d'entretenir une réflexion et une formation permanente sur ce sujet, parce que nous sommes dans une société où ces sujets sont devenus extrêmement complexes, parfois sont habités par des conflits, par des tensions. Tout ça, ça demande à alimenter, à ce que le travail des enseignants, la réflexion des enseignants soit alimentée en permanence. Et malheureusement, nous sommes obligés de constater aujourd'hui que malgré les promesses qui sont faites à chaque fois de développer la formation, nous savons aujourd'hui quel est l'état de ce point de vue-là de l'école, et nous en connaissons les conséquences tragiques qui sont celles qu'aujourd'hui on n'arrive plus à recruter des enseignants et que chaque année les concours ne remplissent pas le nombre de places qu'elles pourraient remplir. Exactement. Eh bien, repenser l'école, on va terminer là-dessus, et c'est évidemment ce qu'on essaye tous de faire, en tout cas la penser différemment, l'imaginer différemment. Merci d'avoir été là tous les trois pour parler de l'engagement citoyen, de la citoyenneté, de l'enseignement moral et civique, donc, qui sera doublé à la rentrée 2024 dans les écoles, annonce faite par Pape Ndiaye. Merci donc Paul Devin, président de l'Institut de recherche de la FSU, et la prochaine fois, j'espère vous avoir en plateau pour pouvoir débattre justement et imaginer cette future école, cette refondation de l'école que vous proposez. Merci également Hélène Milsan d'avoir été avec nous. Vous faites partie de l'association Éveil, ainsi que Frédéric Lorimbaud, qui est délégué général de l'association Éveil. Merci. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes ravis avec Loïc de recevoir Emmanuel Guimberteau. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Vous nous avez parlé des cahiers numériques et je suis ravie de vous recevoir pour cette nouvelle application qui s'appelle Utop, qui est absolument géniale, qui est une sorte d'extension, si je puis dire, des cahiers numériques. Tout à fait. On a tiré un petit peu les leçons de ce qu'il fallait faire évoluer. Et la première évolution, ça a été de transformer mes cahiers numériques qui était composé de 2 applications en une seule. Donc Utop, c'est une seule application, première innovation. Et deuxième changement, on n'a plus une web app seulement, on a une web app, mais on a aussi une application, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur PC, sur tablette et sur téléphone, puisqu'on peut trouver Utop
sur Play Store ou sur Apple Store. Alors justement, cette application, elle va être vachement utile pour les vacances scolaires qui arrivent à grands pas, puisque c'est la fin de l'année, ça ne vous a pas échappé. Donc, clé en main, une app qui permet de réviser quoi? Toutes les matières à peu près, en tout cas maths, français, anglais? Maths, français, anglais, avec évidemment une grosse proportion d'exercices en mathématiques et français, puisque ce sont les matières auxquelles les enseignants consacrent plus de la moitié du temps. Et donc avec 2 parties dans l'application, une partie cahier de vacances. Donc là, à partir du 1er juillet, on ouvre, on peut s'abonner et on révise la classe qu'on vient de quitter. Et puis à partir du mois de septembre, on passe en mode révision scolaire en parallèle de ce qu'on fait avec son enseignant. Alors, assez génial. Hein. A priori, pour les enfants du CPE, CM2, c'est ça? Exactement. CPE, CM2, c'est pour ça que ce sont les 3 matières évidemment essentielles, donc français, anglais, maths. En tout cas, français et maths pour savoir lire, écrire et compter. Quand on parle de Utop, donc cette nouvelle application que vous avez créée, j'ai bien lu sur le site, conforme au programme de l'éducation nationale. Et je trouve ça assez génial de le redire, parce que c'est vrai qu'on se pose la question, lorsqu'on part en vacances, on se dit tiens, je vais aller dans ce fameux endroit où on trouve le fameux magazine sympa avec les potins, plus le magazine sur les documentaires, etc. et tout, et le cahier de vacances. Mais c'est pas toujours conforme. Non, nous c'est notre garantie, c'est la confiance qu'il y a entre l'éditeur Jocatop et puis les utilisateurs historiques que sont les enseignants. C'est vraiment la certitude qu'on sait où on va et qu'on va avoir évidemment quelque chose de conforme au programme. Et cette confiance, on la met au service des utilisateurs à travers Utop, c'est-à-dire que les parents savent qu'en toute tranquillité, ils vont avoir les notions dans un ordre préétabli, c'est-à-dire dans une logique qui est absolument incontestable, sur plein de points. Il y a des choses qu'on fait avant d'autres. Et donc, ils savent qu'ils peuvent se reposer sur nous. Ils n'ont pas à faire ce choix et ils se laissent guider en toute tranquillité. Reposer sur vous parce que déjà, vous êtes ancien directeur d'école. Oui. Et puis aussi parce que vous l'avez créé avec des anciens profs, cette appli. Oui, ce ne sont que des enseignants auteurs qui sont en fonction. En fonction, et notamment ceux qui ont créé ce petit cahier avec les éditions Jocatop, un blog très célèbre que les enseignants connaissent bien qui s'appelle Bout de Gomme. Et ils sont aussi les auteurs des exercices de mathématiques et de française qui représentent 80% des exercices. Donc ces cahiers qui sont faits pour Jocatop, pour les enseignants, eh bien on retrouve la même expertise pédagogique, le même savoir-faire à travers les exercices d'Utop. Est-ce que je peux faire mon enquiquineur ? Oula. Je peux ? J'ai peur. Mais non, parce qu'on dit toujours, il faut enlever les enfants ou les adolescents des téléphones et des écrans. Et surtout en vacances, c'est beaucoup plus sympathique. Alors pourquoi les remettre du coup sur les écrans alors que finalement les petits cahiers de vacances, c'est sympathique aussi. Et puis on est à 2 dessus et puis on peut raturer, etc. Ouais. Finalement, est-ce que c'est la seule manière qu'il y a aujourd'hui de ramener les enfants vers les révisions ? Est-ce qu'on ne peut plus passer par autre chose ? Non. Non, je ne dirais jamais ça. Moi, j'ai toujours considéré, puisque vous faisiez référence à mon passé d'enseignant, de directeur d'école, qu'il fallait les deux. Le 100% numérique ne me plairait pas, le 100% papier, ça serait illusoire de croire que ça peut revenir. Donc je pense qu'il faut aller dans une pédagogie mixte. Et pour ce qui nous concerne, on a essayé de compenser ce que vous décrivez, qui est tout à fait réel. Il faut absolument contrôler les temps d'écran en les rendant utiles. Donc nous, les exercices qu'on a mis à disposition dans Utop sont des exercices qui vont à l'essentiel, dans un environnement ludique et bien sympathique, bien entendu, parce qu'il n'est pas question d'être austère. Mais néanmoins, il faut que les parents sachent que l'exercice qui va être proposé s'inscrit dans un désir de réussite, d'efficacité. Donc, ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que les parents de notre application, ils gardent la main pour contrôler le temps d'écran. Ils peuvent limiter le nombre de sessions par jour. Nous, par défaut, c'est configuré à 1 session par jour. Une session d'exercice représente environ 20 minutes par jour, pour la période grandes vacances, j'entends. Après, c'est quand on veut pendant l'année. Et deuxièmement, il peut aussi limiter le nombre de jeux. On a des jeux qu'on débloque quand on fait un certain nombre d'exercices. Les parents peuvent là aussi contrôler le nombre de jeux. Et ils peuvent même contrôler aussi les horaires. S'ils veulent configurer une tranche d'1 heure par jour entre 16h et 17h, je dis n'importe quoi,
ils peuvent le faire. Donc voilà, les parents ont la main sur le numérique. Et ce qui est super malin, c'est que pour les parents aussi, il y a une façon de les guider. Parce que c'est pas toujours évident de répondre aux questions des enfants. Ouais. On a l'impression que, effectivement, le CM1 et le CM2, on gère comme ça, on claque les doigts. On a tout oublié. Mais non seulement, alors on peut avoir tout oublié, et surtout, c'est la pédagogie qu'on n'a pas. Ouais. Voilà, alors ça, on part souvent du terrain, nous, chez Jocatop. Hein. Donc on part vraiment du concret, de retour d'expérience d'enseignants ou de parents, en l'occurrence plutôt de parents. Il y en a qui nous disent, moi je ne suis pas expert, je ne suis pas spécialiste, comment je fais pour aider mon enfant ? Bon, eh bien on leur donne des petits trucs à travers un espace que nous on appelle le suivi parent. Dans ce suivi parent, ils peuvent refaire l'exercice qui a été raté avec l'enfant et au préalable, ils reçoivent eux-mêmes une aide. Et cette aide, c'est vraiment tout bêtement des conseils pédagogiques qu'on peut leur donner, simples, mais pour leur dire, voilà ce que vous pourriez faire avec votre enfant pour l'aider à comprendre. Et puis en fait, c'est une manière de dire, si vous n'avez pas compris, on vous explique d'abord, et après, vous savez expliquer à vos enfants. Ça se passe en 2 temps. L'intérêt de réviser, on peut le redire, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser parfois que les grandes vacances, d'ailleurs si elles existent, c'est fait pour justement couper l'année, pour pouvoir justement penser à autre chose, faire du sport, enfin se vider la tête. En quoi c'est important selon vous, pour des sessions de 20 minutes donc par jour, se dire rester proche du programme et ne rien oublier pour le retour à la rentrée? En fait, moi j'aime bien répéter que dans la pédagogie, il y a un côté répétitif et fil rouge. Et c'est vrai que si on coupe ce fil rouge de temps en temps, on a des enfants qui perdent pied. C'est à eux que ça s'adresse en premier lieu. Donc c'est vrai que la rupture des grandes vacances qui dure 8 semaines, elle est bénéfique d'abord, ça c'est la première chose. Elle est nécessaire, bénéfique, indispensable pour tout le monde, pour les enseignants, pour les parents, pour les enfants. Mais en même temps, elle est un peu discriminante pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui les emmènent dans des musées, qui leur font faire des visites, qui les font lire ou qui les suscitent, vous voyez, qui suscitent l'intérêt, j'ai envie de dire, culturellement parlant. Et c'est vrai que l'application, elle essaie de compenser en disant, voilà, dans ces moments-là, on essaie de s'y remettre un petit peu gentiment, tranquillement, avec une surcharge qui n'est pas trop importante. Hein. J'ai dit 30 sessions pour la période de grandes vacances, de 20 minutes par jour, étalées sur les 2 mois. J'ai envie de dire que c'est presque $1. Hein. Ceux qui veulent faire plus peuvent faire plus, mais j'ai envie de dire que on n'est pas responsable de vacances gâchées avec Outop Party qui a une vacance. Oui. Ah non, moi je trouve ça très bien. Vous êtes sur à la fois donc les lycéens, collégiens, écoliers, ça couvre tout? Non, on est juste sur l'élémentaire. Et la question est, est-ce que vous allez vous développer au collège-lycée? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent. Non, pour l'instant, je vais être prudent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des demandes, probablement. Il y a des demandes. Mais il faut bien savoir que les éditions Jocatop, c'est un éditeur spécialisé du primaire depuis le début, depuis 1996. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne saurait pas faire autre chose, mais on a énormément de choses à faire dans le primaire. C'est un marché qui est très important, que ce soit pour les enseignants ou pour les parents d'élèves. Pour vous donner une idée, on a 250 références au catalogue chez Jocatop pour les enseignants. Que ce soit du papier, du numérique, des jeux de plateau, des classeurs photocopiables, des fichiers. Enfin, on en a pour tous les goûts, pour toutes les matières, pour tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est une activité qui est quand même considérable et pour laquelle on est reconnu comme pratiquement les premiers ou en tout cas les plus importants sur le marché. Mais imaginez les marchés qui s'ouvrent à vous si vous vous lancez. Ne vous inquiétez pas, il imagine très bien, ça c'est certain. Emmanuel Gambarteau, juste par rapport à ce sujet, est-ce que c'est mieux de faire 20 minutes par jour pendant 2 mois, si on peut le faire évidemment grâce à l'application, ou est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple fin du mois de juin, début du mois de juillet, puis la dernière semaine d'août, avant la rentrée, de reprendre de manière beaucoup plus effective, par exemple 4 à 5 heures par jour, les exercices demandés? Non, alors ça, j'y crois pas du tout. 4-5 heures par jour, j'y crois pas du tout. Il n'y a qu'à voir ce que c'est qu'une journée de classe pour un enfant. C'est 6 heures par jour, 4 jours par semaine. C'est énorme. On lui en demande énormément, parfois plus qu'on demande à un adulte au niveau concentration. Et il ne peut pas se mobiliser aussi longtemps. Et encore moins sur un écran. Encore moins sur un écran, parce que c'est fatigant pour les yeux et pour l'attention. Néanmoins, c'est vrai que il ne faut pas croire que d'arrêter là tout de suite en se disant c'est la fin de l'année, on souffle, c'est forcément bénéfique. On peut en faire un petit peu du cahier de vacances dès le début, mais à des doses raisonnables. C'est pour ça que nous, la recommandation de 20 minutes par jour, je pense que c'est une bonne recommandation. C'est pile poil pour la sieste pour les parents. ça marche. 20 minutes de sieste. Voilà. Juste le prix, et après on arrête parce que le temps presse, mais juste pour 2 mois de vacances, donc ça nous coûte? C'est 6,99 par mois. D'accord. Et alors, quelque chose de très important,
Pour 6,99 par mois, on a 3 profils. C'est-à-dire que sur son écran, on peut créer 3 profils pour 3 enfants. Ce qui fait qu'économiquement, quand on a des frères et sœurs, ou des cousins et cousines, parce qu'on peut se passer l'abonnement, on peut avoir 3 abonnements, 3 génial, cahiers de même pour les vacances. copains? Ouais, pour les vacances. Je ne vais pas le crier sur... Je vais lui réduire son Il est business. gentil parce que Netflix en est revenu de ça. Peut-être dans quelques années. On est en avance sur Netflix. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Guimberteau d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler justement de l'application, l'application Ootop, H-O-O-T. Voilà, elle s'affiche à l'écran donc du CP au CM2 pour les vacances, mais aussi pour le reste de l'année. Vous êtes le directeur de la société EdTech Jocanet. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonne journée Virginie. Merci. Tout de suite, c'est à vous, cher Loïc, pour votre chronique. Chronique qui s'appelle quoi? Ah bah oui, c'est l'histoire du tabac. Oui. Génial, j'ai envie de tout savoir. Enfin, même si je sais déjà un petit peu, mais quand même. Loïc, vous vouliez revenir sur l'histoire du tabac dans l'univers scolaire parce qu'au 19e et 20e siècle, on pouvait fumer dans les écoles, les profs et les élèves. Oui, ça paraît fou en fait à y penser aujourd'hui, mais il y a bien une époque où on pensait que la pipe, la cigarette, le tabac en règle générale étaient totalement inoffensifs, que ça ne faisait absolument rien. Tout le monde fumait allègrement et il faut le dire, ce n'est pas bien. Oui, non, parce que c'est évident que c'est pas bien. Alors on va commencer déjà par un petit retour sur les origines du tabac. Tout est de la faute de Christophe Colomb. S'il y a un responsable, c'est lui. Parce que quand il a mis son premier pied sur l'île des Bahamas en 1492, les autochtones lui ont offert des feuilles de tabac séchées qu'ils utilisaient, eux, depuis des millénaires pour leurs vertus médicinales. Alors, Colomb les ramène en Europe, bien évidemment. Les explorateurs suivants aussi, notamment depuis l'Amérique du Sud et le Brésil. Et petit à petit, la culture du tabac s'impose en Europe. Et vers 1560, celle qui va le rendre vraiment populaire, c'est Catherine de Médicis, qui est à l'époque régente de la France et reine-mère. Et elle utilise en fait le tabac pour soigner son fils, François II, qui a des migraines absolument insupportables. Et quand il fume du tabac, ça l'apaise énormément. Et c'est là où le tabac devient officiellement, son nom est l'herbe de la reine. Et il commence donc à être vendu en poudre chez les apothicaires. C'est ça, et à la fin du XVIe siècle, il est connu et utilisé dans le monde entier. Et oui, il y a des traités, des livres qui sont écrits sur le sujet, et le tabac est vraiment la plante médicinale par excellence. Je vous passe les détails. C'est en 1830 ensuite qu'il connaît un nouvel essor avec la création du papier à cigarette et des manufactures qui sont mis en place un petit peu partout. Et c'est à la même époque que les enfants aussi en consomment? Alors, on n'a pas vraiment de statistiques là-dessus, bien évidemment, mais c'est là qu'on a quand même des dessins, des esquisses d'enfants, notamment d'enfants des rues qui fument, que ce soit la pipe ou la cigarette. Et en fait, c'est normal parce qu'en ce temps-là, il y a une banalisation incroyable du tabac dans toutes les catégories sociales d'ailleurs. Les gens fument partout, tout le temps. Et surtout, donc, comme je disais, les enfants des rues qui sont un petit peu laissés à l'abandon et qui trouvent un peu de réconfort dans cette pratique-là. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié avec le travail des enfants, j'imagine? Oui, parce qu'en fait, sous le Second Empire, il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui n'ont pas la chance d'être à l'école. Donc, ils travaillent dans les mines, ils travaillent dans les manufactures de cigarettes, à l'usine, dans les chantiers navaux, les champs, etc. Et certains même, leur métier, c'est d'être ramasseurs de mégots. Ça, c'est un très ancien métier qui existait. On ramassait les mégots par terre. Et donc, forcément, dans tous ces endroits-là, dans tous ces métiers-là, comme les adultes, les hommes fument, les enfants, les ados fument aussi. C'est un petit peu une façon d'appartenir à la communauté. Mais en 1870, enfin, il y a un mouvement tabacophobe qui se met en place. On parle enfin des dangers du tabac sur la santé et notamment des impacts que ça peut avoir sur le discernement et l'essoufflement. Ça, c'est quand on parle des soldats. Sur la façon dont la nicotine embrume l'esprit des gens et les conduit à commettre des délits. Il y en a beaucoup qui disent notamment que la Commune de Paris est due à la consommation excessive de nicotine et d'alcool, bien évidemment. Et on parle aussi, bien sûr, des problèmes de fertilité que ça peut poser. Alors, on parle du tabac, effectivement, des jeunes dans la rue, sur les champs de bataille. Mais comment ça se passait dans les écoles? Imaginez-vous être dans une classe avec un professeur qui fume la pipe ou qui fume la cigarette. C'est impensable aujourd'hui. Pareil dans la cour. Dès qu'il y avait une petite pause, pof, tous les professeurs comme ça se roulaient un peu leur cigarette. Même les élèves les plus âgés aux abords des établissements fumaient. Et il y avait même des clubs, écoutez bien, des clubs de lycéens
qui testaient des nouvelles cigarettes, qui testaient des nouveaux cigares entre eux. Et c'est en 1878 qu'on a la première trace d'une affiche qui est placardée dans toutes les écoles de Paris et de banlieue contre les méfaits du tabac pour les enfants. Et l'argument, c'est de dire, un argument qui est vrai, qui a été prouvé ensuite par la science évidemment, que la cigarette empêche les élèves de révéler tout leur talent et en fait attaque leur capacité cérébrale. Mais qu'on soit clair, est-ce que les gens prennent vraiment conscience ou on s'en fiche? Tout le monde s'en fiche. Non, tout le monde s'en fiche évidemment, notamment parce que la science n'était pas aussi avancée. Et au début en fait du XXe siècle, il n'y a pas grand-chose qui change. Les enfants sont toujours extrêmement exposés à la cigarette, parfois dans les classes, souvent dans la cour. Et certains établissements avaient même, écoutez bien, des zones dans la cour qui étaient réservées aux fumeurs, mais aux élèves fumeurs. Voilà, donc on pouvait fumer pendant les pauses. Et ce n'est que dans les années 1970-1980, donc bien après, qu'on voit apparaître les premiers décrets sur le sujet, notamment pour réduire la publicité sur le tabac un petit peu partout. Je suis allé faire quelques recherches sur Internet pour voir de vieilles affiches, je vous les ai pas mises, mais il y a notamment des affiches qui engageaient les femmes enceintes à fumer, à acheter des cigarettes en disant non, mais ne vous inquiétez pas, on peut fumer en étant enceinte, ça ne pose absolument aucun problème. Donc quand on y pense, c'est complètement dingue. Ben oui, complètement dingue. Il faut rappeler, même pendant cette chronique, à quel point c'est dangereux, et notamment pour les femmes enceintes. Ouais. Alors en 92, il y a la fameuse loi Evin. Oui, pensée pour réduire la consommation de tabac et d'alcool et informer sur les risques pour protéger les mineurs, bien sûr. Avec donc pour interdiction de fumer dans les restaurants, les bars, les trains, les avions, les établissements scolaires, bien sûr, les salles de classe, les cours de récréation, les terrains de sport, et aussi les bus scolaires. Et voilà, enfin, on prend conscience qu'un environnement sain, sans tabac, pour les enfants, c'est quand même un tout petit peu mieux pour que tout le monde travaille sereinement. Et puis, en fait, ça paraît tout à fait logique, surtout qu'au fil du temps, on sait que la cigarette, ce n'est plus seulement du tabac, c'est aussi du kérosène, du charbon, enfin plein de trucs absolument dégoûtants. Et donc, ça fait du mal aux enfants avec ce fameux tabagisme passif. Mais ça y est, c'est bon, on y est, mais on n'y est que depuis 31 ans. C'est rien, c'est hier. Il a fallu un peu de temps. J'aime bien quand vous dites 31 ans, c'était hier. Ça me fait un bien fou. Mais à moi aussi, je vous rassure. Merci beaucoup pour cette chronique très intéressante, comme toujours, Loïc. On rappelle à quel point le tabac est dangereux pour la santé, tout comme l'alcool, évidemment. Merci beaucoup. Place au nouvel invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. C'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Olivier de Benoît. Bonjour Olivier. Bonjour Malika. Alors, tu es humoriste, ta carrière a démarré dans les années 2000. Ouais. Tu as été le premier candidat de l'émission On ne demande qu'à en rire. Exactement. Le tout premier. Exactement. Et d'ailleurs, tout de suite, je fais un lien avec le thème de l'émission, c'est qu'on a été un peu à l'école. Bah oui. Tu vois, c'est un peu, si Poudlard, c'est pour les magiciens, on va dire qu'on ne demande qu'à en rire, c'était pour les humoristes. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 36 ans. Donc j'étais déjà vieux et c'est vrai que... C'est mon âge dans un mois. Ouais, non, mais tu vois sauf que voilà, parce que j'étais avec des jeunes comme Cavana, parce qu'on avait 18, donc j'avais l'impression déjà d'être hors norme. Et c'est vrai qu'on a, grâce à Laurent Roquier, on a été à l'école des humoristes, c'est-à-dire que on s'est construit sketch après sketch et ça a duré 2 ans. Mais à 36 ans, c'était pas désagréable de retourner à l'école ? Non, c'était, on va dire que tu sais, c'est un nouveau bain de jouvence, mais j'ai vraiment appris mon métier là-bas. Puis il y a eu la télévision, des pubs, des spectacles, et là il y a le petit dernier. Voilà, exactement. C'est le nom du dernier spectacle. C'est exactement. Que tu joues un peu partout en France ? Que je joue encore pendant quelques mois et avant d'attaquer le nouveau spectacle qui est presque fini et qui est l'année prochaine. Donc voilà, la suite là, c'est l'écriture d'un nouveau spectacle. Exactement. C'est vrai que c'est un métier où... C'est le seul métier où on a des dates, on a une programmation sans avoir encore écrit le spectacle. C'est-à-dire que flippant, non ? Mais sinon ça marche pas en fait. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un peu comme à l'école, c'est parce qu'on a des examens qu'on travaille. Voilà. Et je pense que les élèves travaillent parce qu'ils ont des examens. Et voilà, c'est parce qu'il y a des interros, c'est parce qu'il y a des devoirs que ça leur impose d'apprendre. Donc voilà, c'est une bonne façon. C'est vrai que si on me donnait pas une date, moi je dois être prêt en décembre là. Là, toi, tu dois être prêt en décembre. Voilà. C'est pour ça que je viens chercher un peu de l'inspiration en te regardant. Me dit, est-ce qu'il n'y a pas des vannes ? Sympathique. Il n'y a pas de souci. Je suis un objet de rigolade. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'autodérision. Donc justement, juste après nous, tu vas écrire pour de vrai, tu as rendez-vous. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ? Non. Peut-être une rubrique chez School, mais peut-être prendre ta place. Pourquoi pas, oui. Tu vois, faire un mi-temps. Non, je pas. Je fais de plus en plus de fiction. Là, j'étais dans Les Bracelets Rouges. Là, j'ai joué dans Capitaine Marlowe. Et je suis en train
de décrire le film dans lequel je vais jouer. Et voilà, ça c'est une autre corde à mon arc que j'aimerais développer. Voilà. Bon, on arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit retour en arrière. Noir et blanc. Où est-ce que tu as grandi? À côté de Reims, à Ronay, dans un petit village, et j'étais à l'école à Reims. Voilà. Quelle enfance tu as eu là-bas? Merveilleuse. J'ai 6 frères. J'ai 6 frères. Que des frères? Que des frères. Ma mère n'a gardé que des garçons. Ok. Voilà. Donc en fait, on était à la campagne. Voilà. Donc ma vie, c'était aller chercher des poules, des œufs dans le poulailler le mercredi à la ferme. C'était jouer dans les ballots de paille. C'était le vélo, la forêt. C'était que ça. Donc j'ai eu une enfance absolument extraordinaire, comme dans. Mais c'est possible de bien s'entendre quand on a 6 frères? Oui. Avec chacun, on s'entend aussi bien? Oui. Mais non, mais c'est vrai qu'en fait, l'avantage d'être dans une famille nombreuse, c'est que rien n'est grave, rien n'est important. Voilà. On n'est pas du tout matérialiste, on est et c'est là où j'ai appris. Tout partager en fait. Voilà, on est obligé de tout partager et en plus c'est là où j'ai appris mon métier. Parce qu'en fait, c'est là j'ai commencé à faire rire mes frères. D'accord. Donc c'est une vocation jeune. En fait. Ouais, et 6 frères, 2 parents, ça faisait déjà 8 spectateurs et j'en ai eu donc pendant ma jeunesse plus que pendant de nombreuses années. Quand j'ai commencé, les salles étaient encore plus vides. Et à quel moment tu sens que tu fais rire? À quel âge? Depuis toujours. C'est vrai que c'est marrant parce que je pense que ça s'apprend pas le rire. Je pense qu'on est drôle ou on n'est pas drôle. C'est une grâce qu'on vous donne. Et moi, la magie, c'est que cette grâce, j'en ai fait mon métier. Donc, c'est rare de pouvoir faire d'un talent une vocation. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Olivier de Benoît pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. À hauteur d'enseignants, à hauteur de salle de classe. Qu'est-ce qu'il y a principalement? C'est qu'avant, c'était un métier qu'on exerçait de manière finalement assez autonome et on est rentré dans un univers de contrôle. Je caricature trop? Non, vous caricaturez pas trop. En fait, il y a un certain nombre d'obligations qui ont été imposées aux enseignants avec, pour des raisons tout à fait respectables, hein, comme la loi sur le handicap, en fait, tout un ensemble de dispositifs permettant de suivre les élèves à besoins particuliers. Ce qu'on appelle les PPRE notamment. Voilà, les PPRE, les PAP, enfin, il y en a toute une panoplie aujourd'hui. Ouais. Les PPS pour les élèves en situation de handicap, etc. Et en fait, c'est un travail, c'est une obligation de suivi qui impose un travail de bureaucratisation important, puisqu'on leur demande à chaque fois de rendre des comptes. Ça va de pair avec des réunions qu'il faut caser soit avant, soit juste après la classe, et qui mord forcément aussi sur d'autres temps, par exemple la préparation des cours, etc. Ce que vous dites, c'est très important, je vous cite, hein, vous dites que ce sont des tâches moralement incontestables, mais pratiquement invivables. Et ça crée un malaise absolument terrible, parce qu'aucun enseignant n'ira dire je suis contre la scolarisation dans les meilleures conditions possibles d'un enfant handicapé. Ils sont pour. Mais c'est fait dans telles conditions que c'est invivable. Tout à fait. C'est dans ce sens qu'ils sont en quelque sorte coincés. Ils n'ont pas de parole publique qui soit légitime sur ce point, parce qu'effectivement, on ne peut pas revendiquer de refuser les élèves en situation de handicap. Cependant, effectivement, dans les conditions de mise en œuvre, ça rend les situations non seulement difficiles, mais parfois très précaires. Et ils en souffrent, les enseignants, c'est ça que vous racontez. Ils en souffrent terriblement. Ils en souffrent énormément. D'ailleurs, ça revient tout le temps dans le livre. C'est quoi la chaire faire? La chaire faire, c'est donc une chaire qui s'appelle Femmes et renouveau économique. C'est une. Donc faire pour femmes et renouveau économique. Exactement, c'est l'acronyme. Et puis ça faisait le jeu de mots qui est pas toujours, qui est assez sympa. On s'est construit autour de l'idée que y a des économies de rupture aujourd'hui, c'est-à-dire que on fonctionne plus tout à fait de la même manière que dans le passé. Donc on va miser sur l'innovation, etc. On va accompagner effectivement les femmes qui créent leurs entreprises et spécifiquement pour cette économie de rupture, ces femmes-là, elles sont souvent dans les quartiers politiques de la ville. Donc, elles ont des problématiques et des éléments un peu particuliers. Pour ça, on a développé des formations et des ressources, dont le jeu dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Et puis, moi, ça me plaît. Hein. On montre un jeu, moi, je vois les cartes partout et tout ça. Des couleurs. J'ai envie de jouer tout de suite. Hein. Oui, c'est un peu pour ça. Et puis, on a développé aussi des formations parce que, y compris nos étudiants, ont besoin d'être accompagnés sur ces sujets. Ils nous le font fortement remonter, par exemple, quand ils vont en entreprise, en stage ou en césure. Ils peuvent faire un arrêt de leur scolarité pendant 1 an pour aller en entreprise. Quand ils reviennent, ils nous disent assez fortement dans l'entreprise, il y a des choses à faire, mais certainement que ces choses-là, elles doivent démarrer dès l'école. Alors, nous, on est post-bac, mais peut-être même avant, quoi.
Évidence B s'appelle Évidence B parce que ça veut dire Evidence Based on Education. Vous faites de l'éducation qui est basée sur ces preuves et nourrie dans des laboratoires de recherche. On parlait de l'INRI à Bordeaux il y a un instant, mais il y a aussi l'incubateur Educate à Londres. Oui, absolument. Donc là, vous abordez un autre point. Chez nous, tout est Evidence Based. Donc effectivement, avant peut-être de parler de Londres, en réalité, au commencement, pour nous, il n'y a pas d'IA. L'IA toute seule ne sert. Enfin, voilà, il faut savoir pourquoi on fait de l'IA. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. IA sans émotion, sans but dédié. Exactement. Là aussi, ne sert pas finalement. Voilà. Donc nous, au commencement, il y a la maîtrise des savoirs fondamentaux. C'est vraiment ça qui est majeur. Écrire, lire, compter, on en a besoin, on en aura besoin, avec ou sans machine. Et vous l'évoquiez à l'instant, la lecture, enfin voilà, et même sans écran. Tout ça, c'est fondamental. Donc nous, on s'appuie sur cette volonté première. Il y a des difficultés dans tous les systèmes éducatifs sur ces savoirs fondamentaux. Il y a des études internationales, PISA, TIMSS, PIRLS, etc. On va avoir en décembre les résultats français à nouveau de PISA. Je peux vous annoncer que ça ne va pas être formidable. Enfin, tout le monde le sait. C'est dommage parce que on a encore quelques mois pour se préparer. Non, direct. Voilà. Dès avant l'été, vous me dites non, il va pas falloir s'attendre à grand-chose pour décembre. Donc, bon, ok, on va se préparer. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Et effectivement, au commencement, il y a des recherches en sciences cognitives sur la manière dont le cerveau apprend, ce qu'on sait aujourd'hui sur la manière dont le cerveau apprend le nombre, la grammaire, etc. On sait des choses et nous, c'est avec ces labos qu'on travaille d'abord pour faire des typologies d'activités pour les élèves, pour qu'ils apprennent selon la veine du bois du cerveau, en quelque sorte, comment le nombre vient aux humains, comment les fractions viennent aux humains. On sait un petit peu des choses là-dessus. Donc nous, c'est ça qu'on fait et c'est après qu'il y a l'IA qui arrive, effectivement, pour aller personnaliser des parcours. On a tous 2 jambes pour marcher, on a tous un cerveau pour apprendre le nombre, mais on ne marche pas tous au même âge. Et face à une classe, un professeur a besoin de personnaliser, faire de l'adaptive learning, justement. Et l'IA, chez nous, elle sert d'abord à ça, à personnaliser, à bon escient. Voilà, donc vous voyez, il y a cet ordre-là, et c'est dans ce sens qu'on fait ce transfert de recherche. Et effectivement, tout vient de la recherche, les sciences cognitives, sur les savoirs fondamentaux, l'IA, les retours d'informations aussi, les tableaux de bord, et là, c'est de la métacognition. Voilà, donc c'est dans cet ordre-là. Et Educate, effectivement, que vous aviez nommé à Londres, pour revenir sur la question, c'est ce programme en fait, d'accélération pour les EdTech qui a été monté il y a déjà plusieurs années, à l'époque où il y avait 3000 EdTech à Londres et il y en avait 200 en France. Donc, il y avait ce besoin, effectivement, de ne pas faire tout et n'importe quoi et d'articuler le monde des EdTech, de l'entreprise, le monde de la recherche et le monde des professeurs, de la pédagogie. Donc, c'est cette triangulation qu'on a suivie. Quel est le combat concret, réel, pour avoir une égalité quasi parfaite? Alors on parle beaucoup des salaires, de ce fameux pourcentage de différence entre salaires à travail égal entre les femmes et les hommes. Est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui? On n'arrive pas tellement à savoir, en tout cas sur certains métiers. Quel est concrètement le combat principal aujourd'hui pour atteindre la parfaite égalité, en tout cas entre les femmes et les hommes? Alors oui, il y a la question du salaire, forcément. Il y a aussi la condition, les conditions de travail, par exemple, parce qu'il y a souvent l'arbre qui cache la forêt. On va parler des femmes cadres ou responsables d'entreprise ou responsables de services, mais il y a toutes les autres femmes derrière, et c'est pour elles aussi qu'on voudrait encore plus se battre par rapport à ces inégalités. Et quand vous questionniez tout à l'heure comment est-ce qu'on peut inclure justement les hommes là-dedans, on a une séance dans le certificat qui est sur la masculinité. Repenser la masculinité. D'accord. Et c'était une séance, je sais, qui était très attendue par les étudiantes et les étudiants. La masculinité, pardon, vous coupez, en entreprise notamment, c'est ça? Par exemple, les schémas qui sont reproduits, j'imagine, dans les entreprises. Exactement. Penser sa masculinité. Très concrètement, on le sait en entreprise, quand on veut avoir une augmentation, ou c'est plus compliqué pour une femme. Et comment est-ce que un homme peut se repositionner par rapport à ça? Parce que souvent des recruteurs hommes en face. Pourquoi c'est plus compliqué pour une femme? Qu'on l'explique effectivement aux téléspectateurs. Oui, c'est vrai que la femme, et on le redira peut-être tout à l'heure quand on parlera d'entrepreneuriat féminin, mais la femme veut d'abord prouver et après réclamera, éventuellement. Alors que chez l'homme, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que moi j'ai cette position-là, c'est ce salaire-là, et voilà, on n'en discute pas trop. Mais c'est dû au schéma
qui est mis en place par l'entrepreneur, par le chef d'entreprise, ou c'est aussi dû à des croyances limitantes de la part de certaines femmes, certains hommes d'ailleurs? Oui, c'est assez ancré en fait. Hein. Ouais. C'est quelque chose... C'est un peu des deux côtés. Oui, c'est un peu des deux côtés. Ouais, oui, tout à fait. Les femmes doivent travailler aussi sur leur positionnement et le fait de pouvoir se sentir légitime. On va aussi faire corroborer cet outil IA, génératif s'il en est, avec une façon de se mettre aussi au service des enseignants et des enseignantes. Comment est-ce qu'on peut les aider à gagner du temps? C'est ça. L'IA est un outil. Et c'est pour ça qu'on s'appelle corollaire. C'est que c'est une métaphore. L'enseignant est le théorème, c'est ce qui est au centre. Il apporte son savoir-faire, il apporte ses ressources pédagogiques. Et nous, on est le corollaire du théorème. Donc on apporte l'extension, on apporte les outils qui permettent d'étendre son contenu pédagogique à travers plusieurs outils. Notre vision chez Corollaire, c'est d'échanger énormément avec les enseignants, les instructeurs pédagogiques. Donc de manière très régulière, on a des appels avec des enseignants qui sont très très proactifs, qui cherchent de manière permanente des outils, qu'ils soient d'ailleurs d'intelligence artificielle ou non. Enfin, la numérisation de manière générale est très importante. Et ils ont beaucoup d'idées. Les enseignants ont beaucoup d'idées, que ce soit dans les évaluations. Il y a beaucoup de tâches annexes qui prennent énormément de temps aux professeurs. Et finalement, un professeur, ça reste un performeur. C'est quelqu'un qui va transmettre de l'émotion, c'est quelqu'un qui va transmettre de la passion. On a tous des enseignants qui nous ont fait kiffer des matières ou détester des matières, je ne vais pas donner de nom. Non, certainement pas. Pas de développement sur ce plateau. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tâches annexes qui peuvent permettre, avec de l'IA, de leur faire gagner beaucoup de temps. Créer des évaluations, corriger des évaluations, répondre à des questions qui sont annexes et pour lesquelles ils n'ont pas le temps de répondre à des questions des fois pendant les cours. Donc pour toutes ces tâches, nous, on va chercher des outils qui peuvent les aider avec de l'intelligence artificielle. Vous nous parlez aujourd'hui d'un super concours organisé par le Clémy. L'objectif est de lutter contre les stéréotypes de genre. Absolument, ça s'appelle le concours Zéro Cliché, donc pour l'égalité filles-garçons. Record de participation cette année, à l'occasion de la 11e édition. 6000 élèves qui ont envoyé donc leur projet avec 3 catégories. École, collège, lycée. 6000 Ouais. Il y avait combien de prix, combien de... Alors 10. Donc, ah oui, c'est pas énorme. Voilà, pas énorme. Donc 3 grands prix, 3 coups de cœur, 4 mentions spéciales, donc 10 prix au total. Il fallait au moins ça parce que les projets étaient très nombreux et ça a été très difficile pour le jury de tous les départager. Alors l'idée, c'était bien sûr de réfléchir aux stéréotypes de genre et ceux qu'on ait 6 ou 17 ans. Les plus petits ont par exemple gagné le prix école avec une affiche sur laquelle sont représentés une fille et un garçon. Et donc Maïwen, 9 ans, à l'origine de ce projet, raconte: nous nous sommes demandé comment associer des noms à des prénoms, par exemple Jules, Sarah, bagarreur calme. On en a conclu que Sarah pouvait être bagarreuse et Jules calme, et on a appris le mot stéréotype. Et oui, alors les plus grands, les plus âgés se sont attaqués à des sujets graves, des sujets lourds. Je crois qu'il y avait le viol, par exemple. Il y avait le viol, tout à fait. Des lycéens ont réalisé un podcast sur le viol qui a reçu le prix coup de cœur du jury dans la catégorie lycée. En fait, l'idée, c'était d'interroger leurs camarades sur ce qu'est un viol, sur sa définition et sur le nombre de viols chaque année. Et en fait, à travers ces questions, les élèves se sont rendus compte que certains n'avaient absolument aucune conscience de l'ampleur de ce phénomène. Donc ça sert aussi à ça, à faire bouger les mentalités. Ça fait réfléchir et puis voilà, on peut que saluer une belle initiative comme ça dans l'heure de la récré. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange. Tous les replays de toutes les émissions de School TV sont à voir sur schooltv.com. Évidemment, merci beaucoup Loïc. Avec un grand plaisir. Et bien, comme toujours, vous êtes formidable. On vous retrouve très vite, je crois lundi, mercredi. Oui, lundi prochain, oui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, c'est Morgane Brunet et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.